Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Bitpanda. Et pour commencer, parlons des infos les plus anciennes avec la suite de l'affaire Zcash. Après la découverte d'une faille dans le système Orchard, les développeurs avaient annoncé développer une mise à jour baptisée Ironwood. Celle-ci consiste à déployer une nouvelle version patchée du système Orchard pour qu'il n'y ait aucune possibilité d'exploiter la faille dans le futur en espérant que ça n'a pas déjà été le cas dans le passé. Depuis cette date, le cours du Zcash a cessé de chuter et il est remonté vers 450$. C'est le signe que le public semble convaincu par ce projet et optimiste sur les chances qu'un piratage n'ait jamais eu lieu. Est-ce que les investisseurs ont eu raison de racheter leur Zcash ? On le saura apparemment d'ici fin juillet, car on vient d'apprendre que c'est à ce moment que la mise à jour sera déployée. Ensuite, une autre info qui commence un peu à dater aussi, au début du mois, l'ONU a lancé un groupe de conseil sur la blockchain composé de 26 membres différents représentant la cryptosphère. On y trouve des représentants de plateformes d'échange, des fondations en charge de plusieurs réseaux connus comme Ethereum, Cardano et Algorand, ou encore des médias tels que Cointelegraph. L'objectif serait de créer un espace de collaboration et d'échange. Et pour leur première réunion, ils ont discuté d'inclusion financière, des limites de l'identité numérique, des défis d'interopérabilité, etc. Donc rien de très concret pour l'instant, même si cette initiative reste la bienvenue dans l'absolu. En ce qui concerne le réseau Bitcoin maintenant, la baisse du prix qu'on a pu constater récemment n'a pas que des effets négatifs. Les frais de transaction ont beaucoup baissé et le réseau est moins surchargé. Notamment, la mempool est beaucoup moins remplie qu'avant. Il y a seulement 3 transactions par seconde en moyenne et plus de 80% des transactions ont une valeur inférieure à 0,01 Bitcoin alors qu'elles ne représentaient que 44% du total en 2023. Pour ainsi dire, le réseau a l'air désert si on le compare à la ruée vers l'or d'il y a quelques années et c'est une bonne chose pour les petits propriétaires qui peuvent déplacer leurs actifs à moindre coût. Est-ce que ça va rester longtemps comme ça ? L'avenir nous le dira. En tout cas, en attendant, il y a eu quelques victimes, et notamment le réseau de deuxième couche Botanix. Ses créateurs voulaient offrir aux amateurs de Bitcoin une chaîne sur laquelle accéder à toute une gamme d'applications de finances décentralisées sans avoir recours à un jeton dédié à la chaîne. Ils avaient de multiples intégrations avec les applications les plus connues, une néobanque Bitcoin avec applications iOS et Android, et n'ont jamais souffert d'aucun piratage. Mais la main invisible du marché leur a fait un doigt tout à fait visible, notamment à travers l'apparition de concurrents qui ont su captiver les foules comme Hyperliquid. En conséquence, malheureusement, le 9 juin, ils ont été obligés d'annoncer la fermeture définitive de leur réseau pour le 9 juillet. Pendant ce temps, dans le monde des institutions et des législateurs, on patauge un peu. Aux États-Unis, un groupe de 5 agences gouvernementales, parmi lesquelles la Réserve fédérale, veut imposer aux émetteurs de monnaie stable l'obligation de vérifier l'identité de leurs clients. À première vue, ça peut paraître très agaçant, mais en fait pas vraiment puisqu'il s'agit seulement des personnes directement en contact avec l'émetteur. Les acheteurs de monnaie stable sur le marché secondaire ne sont pas concernés. Typiquement, cette règle ne concernerait donc que les institutionnels si elle est bel et bien mise en place, ce qui est encore incertain. Cela dit, l'ombre du maléfique Gary Gensler plane encore sur la Fed, et l'un des gouverneurs encore présents ne voit pas les choses de cette manière. D'après ce Michael Barr, il faudrait en effet que cette obligation s'applique aussi aux échanges directs entre particuliers. Vu qu'il est apparemment le seul à le vouloir, il semble improbable que cette idée soit retenue, mais on ne peut pas encore exclure cette possibilité pour l'instant. Par ailleurs, chez eux, il est aussi question en matière de crypto du fameux Clarity Act, qui a toujours autant de mal à sortir. Les débats continuent de faire rage entre les banques et les sociétés crypto, notamment sur la question du rendement des monnaies stables et de la protection de la DeFi. Le succès du vote du texte a l'air de moins en moins probable avec le temps qui passe et l'incertitude législative pourrait donc continuer de régner encore pendant un bon moment. Quant aux derniers événements qui concernent l'Europe sur le plan législatif, sachez qu'à partir du 1er juillet, les plateformes d'échange crypto ne disposant pas d'une licence MiCA en bonne et due forme devront fermer leurs portes aux clients européens. Et pour l'instant, elles représentent en fait l'écrasante majorité des plateformes. Sur les plusieurs milliers de plateformes référencées, il y en a moins de 300 qui ont obtenu leur autorisation. Et pas seulement les plus petites, il y en a beaucoup parmi les plus connus qui n'ont pas encore leur licence. À ce sujet, il y a notamment le PDG d'OKX Europe qui s'est exprimé il y a quelques jours. D'après lui, 95% des volumes réalisés sur les dérivés crypto sont encore offshore et ce n'est pas sans raison. Alors que la loi MiCA est censée représenter un cadre légal unifié qui faciliterait donc la mise en conformité des plateformes d'échange, en pratique, il y a à l'intérieur de ce cadre légal des tonnes de règles différentes pour chaque type de produit, chaque service, et au final, il faut passer par une quantité de procédures insupportables. Comme dirait Ken le Survivant dans son célèbre doublage français, c'est un nombre tellement incalculable de procédures que même moi j'ai des difficultés pour le calculer. Les législateurs européens ont créé un labyrinthe absurde pour les plateformes d'échange crypto et en conséquence, celles qui ignorent totalement les lois dominent le marché. Et de la même manière, les petites plateformes locales auront maintenant beaucoup de mal à se lancer à cause du coût de la conformité légale, tandis que les grandes plateformes étrangères pourront débarquer sans problème avec les budgets colossaux qu'elles ont pu accumuler. La loi européenne est, comme bien souvent, un boulet pour le marché européen qui va énormément y perdre en autonomie avec le temps. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne OKX Europe, ils n'auront pas de problème sur ce plan. Leur licence MiCA a déjà été acquise il y a bien longtemps. Et c'est également le cas de notre partenaire du jour.
Au cas où vous ne les connaissez pas encore, Bitpanda, c'est une plateforme d'échange crypto autrichienne fondée en 2014 qui a beaucoup de choses à vous offrir, peu importe votre profil. Elle est même en mesure de satisfaire les plus exigeants des traders grâce à sa mise à jour Fusion 2.0 avec laquelle elle s'est notamment dotée d'un système d'intégration des carnets d'ordre en temps réel permettant d'accéder à tous les meilleurs prix de 12 plateformes différentes. Comme il propose plus de 650 cryptos différentes et 2000 paires, des métaux précieux et des stocks, une liquidité suffisante pour toutes les monnaies y compris fiduciaires, des outils très utiles aux professionnels comme aux particuliers, vous pourrez certainement y trouver ce que vous cherchez. Et bien évidemment, elle est parfaitement conforme à la loi MiCA comme le prouve la licence dont elle dispose depuis un peu plus d'1 an. Alors si ce qu'il propose vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation en description pour investir sans risquer de voir la plateforme fermée au bout de 10 jours. Et maintenant, pour en revenir aux actus de la semaine, parlons de crime, avec en premier lieu la suite du dossier américain sur le soldat qui a utilisé ses connaissances sur la capture de Maduro pour faire un pari gagnant sur Polymarket. On sait désormais que son procès aura lieu le 7 décembre. C'est un peu long, mais la procédure est assez particulière et comporte de nombreuses étapes préalables au jugement. Donc au suivant avec une affaire sud-coréenne. Le PDG de Bithumb, une grande plateforme d'échange locale, a été accusé de corruption. Apparemment, l'échange de bons procédés consistait cette fois-ci en une assistance législative et réglementaire en faveur de Bithumb face à ses concurrents, contre des postes bien payés chez Bithumb pour le fils d'un député et son assistant. La capture législative étant souvent une mesure extrêmement efficace pour garantir un avantage concurrentiel sur le marché, il n'est pas surprenant que les entreprises y aient recours, peu importe le pays, tant que les sanctions sont assez faibles et que les chances de se faire avoir le sont aussi. En tout cas, il semblerait donc qu'il risque 5 ans de prison pour corruption par intermédiaire d'après l'article 133 du code pénal sud-coréen. Alors, est-ce que le calcul était bon? Ça reste à voir. Cette affaire n'est pas la seule de la semaine à avoir eu lieu en Corée du Sud. Peu de temps après, on a appris qu'un réseau de blanchiment d'argent ayant écoulé plus de 11 millions de dollars a été démantelé récemment avec l'arrestation de 56 personnes impliquées. Pour le coup, il s'agissait visiblement d'une organisation cambodgienne faisant transiter de l'argent sale issu de phishing et autres arnaques à l'investissement par la Corée grâce à la magie de la blockchain et de l'USDT. Pas de chance pour eux, c'est cette même magie qui a permis à la police de retrouver leurs traces. Les forces de l'ordre locales ont donc pu saisir 650 millions de won, c'est-à-dire à peu près 370 000 euros, bien que le cerveau de l'opération reste introuvable pour l'instant. Toutefois, il faut le dire, ces criminels n'ont rien à envier aux nôtres, puisque dans le monde de la crypto, c'est clairement en France que la situation est la pire. Ça faisait un moment que je n'en avais pas parlé parce qu'il y a des affaires toutes les semaines, mais on est évidemment toujours les numéros 1 des kidnappings et autres agressions sauvages de détenteurs de crypto. Il y a quelques jours, un suspect a notamment été arrêté suite à l'agression d'un couple à leur domicile par 3 faux policiers dans le centre-ville de Nancy qui les ont tabassés pour obtenir de la crypto et sont repartis bredouille à cause des enfants de la famille qui ont appelé au secours. Tout ça à cause de la fuite de données de Waltio qui a permis à de nombreux pirates d'obtenir pour pas cher des déclarations de revenus très précises avec les coordonnées exactes des victimes. De la même manière, à Marseille, 4 hommes ont été arrêtés tout récemment pour avoir séquestré 2 femmes dont l'un des proches avait de la crypto. Plutôt que de faire face à une personne vigilante et potentiellement armée, ils ont préféré prendre en otage des cibles vulnérables pour obtenir la somme convoitée. Cependant, il ne s'agit pas des commanditaires. Comme c'était le cas avec la vague d'attaque il y a quelques mois, ce sont des exécutants recrutés à la dernière minute sur Telegram ou autre application du genre pour commettre des crimes contre paiement. Ensuite, et là c'est nettement plus surprenant vu l'endroit où ça s'est produit, mais un laboratoire de fabrication de méthamphétamine a été découvert juste à côté d'Albi. Et ils avaient 28 kg de poudre d'amphétamine, le matériel de fabrication, un véhicule haut de gamme, des téléphones spécialisés, presque 40 000 € en liquide et évidemment de la crypto. Et dans la foulée, une autre saisie chez un suspect à proximité a permis de mettre la main sur 22 kg de cannabis, de la résine de cannabis, de la cocaïne et 5 pièces dédiées à la culture de plantes pas très légales. En tout cas, ça n'est pas le pire cette semaine puisque, même si ça ne touche pas forcément directement la crypto, on a appris tout récemment qu'un nouveau scandale a eu lieu. Encore une fois, un représentant de l'État a vendu nos données à des criminels. Cette fois-ci, il s'agit d'un agent de police de 36 ans affecté à Courbevoie qui aurait vendu des accès aux fichiers de police à des membres d'un réseau de blanchiment d'argent ayant manipulé plus de 300 millions d'euros en quelques années. Alors, que ce génie absolu s'amuse à consulter illégalement les fichiers de la police nationale et transmettre les informations à des criminels contre rémunération, c'est une chose. Mais non seulement le gain final est ridicule, c'est-à-dire 7 000 € au total avec une facturation à 150 € par fiche, en plus il a utilisé une excuse du niveau de Jawad Ben Daoud. Le Parisien indique dans son titre que ce policier a dit « Je faisais ça de bon cœur ». Et comme l'idée que de policiers puissent être handicapés mentaux à ce point me désole, soit parce qu'il le croit vraiment, soit parce qu'il a cru que cette excuse pourrait marcher, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous rappelle juste qu'il y a notre lien vers Bitpanda en description, et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne fin de mois, et j'espère qu'on se reverra dans 2 semaines sur YouTube. À bientôt.